Bien, mais je vous propose de commencer le grand tour de ce jour. Donc, le docteur Zeknini nous a concocté un suspense avec un titre qui pourrait faire penser qu'il y a quelque chose de gastro-entérologique et de pneumologique, mais ce sera probablement tout différent. Eh bien, on t'écoute. Merci, professeur. J'espère effectivement que ce sera à la hauteur de vos attentes et aussi que j'aurai à juste titre titillé votre curiosité. Donc voilà, ici, j'allais vous parler d'un cas qu'on a traité en cardiologie. Initialement, c'est une histoire d'un patient de 77 ans qui s'est présenté à la garde pour une dyspnée au moindre effort, qui s'est installé très lentement, sur plusieurs semaines. Il avait également des œdèmes des membres inférieurs. Et donc voilà, dans ce cadre-ci, il se présente aux urgences parce qu'à partir de là, il y a une dyspnée qui n'est plus du tout tolérée, qui est présente au moindre effort. Donc, à l'anamnèse systématique, le patient en fait raconte que le début de ses plaintes a commencé il y a plusieurs mois, plus ou moins 8 mois, avec une asthénie chronique, une fatigue qui s'est installée progressivement, associée à vraiment une perte d'appétit et une perte de poids. Et il nous rapporte en termes de quantification que c'était une perte aux alentours de 8 kilos en 8 mois. Et progressivement, après cette perte de poids d'une façon concomitante, une installation d'une dyspnée qu'on évalue ici à un stade ni à 3, avec l'apparition des œdèmes membres inférieurs qui se majorent en fin de journée. Par ailleurs, le reste de l'anamnèse systématique ne révèle rien de significatif, si ce n'est tout de même une notion de sueur nocturne, des épisodes comme ça qui viennent, qui sont relativement profuses. Ceci dit, le patient n'a jamais objectivé de température, nous non plus en tout cas lors de son admission. Sur le point des antécédents personnels, notre patient de 77 ans est d'origine roumaine. Il a exercé comme étant ingénieur civil, il est retraité actuellement, il n'a jamais fumé. En termes d'antécédents médicaux significatifs, il présente une hypertension artérielle, un flotteur auriculaire, une hypercholestérolémie et une hypertrophie bénigne de la prostate. Sur le plan chirurgical, toujours dans ce cas de flotteur auriculaire, le patient a bénéficié d'une ablation de l'isthme cavo-tricuspidien. Notons cependant que dans son dossier médical, il y a une notion de péricardiosynthèse réalisée avant cette ablation. Par ailleurs, il a aussi bénéficié d'une cure de varices des membres inférieurs et d'une prothèse totale du genou droit. En termes de médication, il est sous Forzaten, Sotalex, Pradaxa, Crestor, Avodart, Exatran. Son examen clinique tout de même, rapporte tout de même quelques anomalies, hein. Notre patient est certes eupnéique, mais sous 3 litres, avec une saturation à 96%. L'examen de la tête et du cou révèle tout de même des jugulaires qui sont discrètement turgescentes, pas de souffle, rien de particulier par ailleurs. Un B1, B2 qui reste diminué, et des œdèmes des membres inférieurs qui prennent le godet. Son abdomen reste dépressible, indolore, et sur le point des téguments, on n'a pas d'éruption cutanée ou quoi que ce soit. Sa prise de sang initiale de son admission, que voici, j'espère que c'est assez grand pour voir. J'ai encadré en rouge un peu les anomalies qu'on pourrait noter, si ce n'est que ne pas oublier qu'il y a tout de même ici une lymphopénie, j'ai oublié d'entourer. Donc une lymphopénie, des NT-proBNP qui sont normales pour l'âge, une petite cholestase hépatique, des troponines tout à fait normaux également, et des LDH effectivement positifs. Dans ce cadre d'œdème, la garde a jugé bon de faire tout de même une protéine totale et une albumine qui revient normale pour la protéine, dans la limite de la normale aussi pour l'albumine. Un spot urinaire également a été réalisé, ne montrant pas de protéinurie significative. Un ECG également a été fait, qui montre un rythme sinusal régulier, une sensation, en tout cas une impression de microvoltage, mais voilà, dans les dérivations V4, V5, V6, on a quand même une bonne intensité d'onde, et effectivement des anomalies inspécifiques de la repolarisation. On voit très bien au niveau de territoire V2, V3 et V6. Radiothorax, face profil, ici de moindre qualité, mais voilà, qui montre uniquement un petit effacement des sinus costodiaphragmatiques. Donc, au départ, bon, tu as insisté sur le fait qu'il avait eu
probablement un épanchement péricardique avant l'ablation. Donc, on peut se poser la question s'il n'y a pas quelque chose qui revient de ce type-là. Ici, en tout cas, la D'ailleurs, tu nous as mis radiologie. un peu sur la piste en disant qu'il y a peut-être un microvoltage, des jugulaires Mhm. turgescentes. Bon, ici, quand on voit le cliché de thorax là, de face, même pas d'excellente qualité, on n'a pas l'impression, en tout Non. cas, il y a ni bouteille de Chianti, ni venant d'un autre vignoble. Euh, on avait quand même des signes de décompensation droite quand même. Effectivement. D'ailleurs, à la garde, ils ont jugé bon d'initier une thérapie par diurétique qui a été entreprise, mais qui a amélioré médiocrement sa situation clinique. Alors, il y a des LDH qui ne semblent pas hépatiques, puisque au niveau hépatique, c'est plutôt colostatique. Donc, ces LDH doivent venir d'ailleurs. Alors, des signes droits avec des LDH et de la dyspnée, on a quand même envie de savoir s'il n'a pas des emboles pulmonaires. Ici, je n'ai pas mis, mais les dédimères Alors, étaient Jean, Non, parce qu'il est sous anticoagulant. aussi. Il est sous Pradaxa. Suite à son flot d'air. alors, non, c'est une remarque intéressante, Jean. Mais donc, quand on regarde les critères de Genève des embolies pulmonaires, très curieusement, on ne met pas des points négatifs chez des gens qui seraient sous anticoagulants. Ce que j'ai jamais bien compris d'ailleurs, parce qu'effectivement, a priori, sous anticoagulants, le risque, bon, il ne tombe pas à zéro, mais il est quand même sérieusement réduit. Enfin, aucun des scores que vous connaissez, qu'on utilise régulièrement, ne mentionne ce point. Écoute, on aimerait quand même une imagerie un peu meilleure au niveau du thorax, et un scanner du thorax pour voir s'il n'y a rien d'infiltratif. On a une gazo au fond. Ici, ils l'ont réalisé, mais voilà, c'était pas vraiment Voilà. OK. dans les normes. Et alors, avec la lymphopénie, quand même, en l'absence d'une problématique infectieuse bactérienne, devrait quand même être éclaircie. Pourquoi est-ce qu'il est lymphopénique? Donc, un phénotypage serait sûrement utile. Ici, je ne l'ai peut-être pas précisé, mais les dédimères étaient négatifs. Ah, OK. Alors là, on est quand même confortable. Bon. Un phénotypage quand même, oui. Bon, maintenant, s'il est lymphopénique avec des CD4 qui seraient quand même effondrés, je ne sais pas, parce qu'il aurait chopé un VIH là, quelques années auparavant. Bon, et plus des LDH, il faudrait se demander s'il n'a pas une pneumocystose avec une répercussion droite d'une pneumocystose. Bon, thorax, il ne permet pas d'écarter cette possibilité. Alors, on continue. Donc, de tout ce que vous avez cité, étant dans un service de cardiologie, parfois la chose la plus rapide à avoir, c'est une échographie cardiaque, et qui montre ici, effectivement, comme vous l'avez un peu incité, un épanchement péricardique infracentimétrique, donc à 6 mm, une bonne fraction d'éjection qui est bien conservée, mais tout de même un épaississement du péricarde avec une dilatation de la veine cave inf, donc quand même une répercussion droite, et une suspicion de signe de péricardite constrictive à l'échographie. Donc, on est tout de même face à un tableau qui fait évoquer une décompensation cardiaque droite avec des images échographiques qui évoquent fortement une présence d'une péricardite constrictive, ce qui nous a fait avancer vers un cathétérisme droit-gauche, un peu hâtif, mais voilà, il y a quand même quelques jours de réflexion avant d'aller vers cet examen, et qui confirme. Donc, on a 3 critères, donc c'est la présence du deep end plateau, une égalisation des pressions oreille droite et de la papo, donc la pression de l'artère pulmonaire occluse, et une discordance normalement en VGVD, mais ici qui est absente. Et voilà, au vu du contexte clinique et des 2 critères déjà présents sur 3, on peut déjà retenir tout de même une confirmation d'une péricardite constrictive. Dans la question qu'on se pose, c'est voilà, face à cette péricardite constrictive, quels sont les diagnostics différentiels? Pour résumer ceci. Donc voilà, on résume un peu le cas. On a un homme de 77 ans, une dyspnée à 3, des œdèmes de membre inférieur, des symptômes B et une péricardite constrictive confirmée par examen invasif.
On initie tout de même un traitement par colchicine INS et on stoppe un peu les diurétiques parce que voilà, on n'a pas vraiment eu de bénéfice après Ouais. 3-4 jours de diurétiques. Colchicine, je suis pas sûr que c'est ça qui va Améliorer son améliorer le tableau. Quel était le délai avec la péricardiosynthèse? Alors, c'était en Sainte-Élisabeth, septembre 2022. Et il s'est présenté chez nous Donc c'est quand même assez court, hein, 3 pour mois plus avoir une tard. constriction après un épisode de péricardite. Euh, Il n'avait pas fait d'analyse ANAPAT au moment de la péricardiosynthèse. Oui, on va y arriver. Ah. Et effectivement, on est arrivé, mais effectivement, c'est tout à fait ça. C'est face à des diagnostics différentiels de d'une péricardite constrictive et la notion de péricardiosynthèse, on s'est dirigé tout doucement vers. On a essayé de retrouver ce document sur la brumette. Donc ici, je vous évoque juste les diagnostics différentiels de péricardite virale qui peuvent développer des formes subaiguës, voire chroniques avec des formes constrictives, idiopathiques parfois, pour lesquelles on ne trouve pas d'étiologie claire. Les chirurgies cardiaques, nos patients n'en ont pas bénéficié, si ce n'est que tout de même une ablation de l'isthme pourrait causer un petit épanchement post-ablation, mais ici, il était déjà présent avant. Post-radique, pas de notion de radiothérapie, une connectivite, pourquoi pas, une péricardite tuberculeuse qui pourrait coller avec les étiologies du patient, ou encore d'autres comme une néoplasie péricardique, des causes paranéoplasiques encore, ou une sarcoïdose. Attends, alors, la solution est là-dedans? Ou bien c'est dans autre? Alors, Vos droits de garder ben, le moi silence. j'étais un peu surpris d'avoir aussi peu. Bon, maintenant, l'origine tuberculeuse, il faut quand même se mettre dans quel contexte on se trouve. Si on se trouve dans une situation où il y a une endémie tuberculeuse importante, on va se retrouver avec des chiffres probablement Tout à beaucoup fait plus différent. élevés de péricardite Ça, c'est des chiffres tuberculeuse européens. comme cause. Je sais pas, il faudrait choisir quelque chose ici. Moi, je verrais un peu qu'est-ce qui pourrait donner des LDH et surtout une lymphopénie. Pas moi. Mhm. Non, pas à peine. Oui, à peine. Ni fièvre, ni CRP. Mais enfin, la valeur prédictive négative de ces éléments-là, même par rapport à un néo ou par rapport à un lymphome, reste quand même Mais faible. des symptômes B tout de même. Il avait des symptômes. Asthénie, perte de poids et Bon, je sais surentention. pas, moi, si je devais choisir. Il m'a pas mis au courant, hein, parce que non, c'est gentil, comme ça, je peux jouer avec vous. Je sais pas, moi, voilà. Peut-être le lymphome, quand même, ouais, si je devais me lancer à ce stade-ci. Et donc, le point qui est intéressant, bon, on demande des PET scans dès qu'il y a un syndrome inflammatoire. Donc ici, il n'y a pas de syndrome inflammatoire, on pourrait dire pas de PET scan. Moi, je serais quand même tenté d'en demander un. Oui. Ça va arriver. Ah, tu me rassures. Oui, oui. Donc voilà. On a retrouvé cette fameuse péricardiosynthèse et ses analyses. Donc, quand même 350 cc retirés, hein, et qui montre une prédominance lymphocytaire avec un exudat. Normalement, le meilleur élément, des critères pour définir si c'est exudatoire ou transsudat, c'est le rapport LDH sérique versus du liquide ponctionné. Mais ici, voilà, on n'avait pas le liquide retrouvé. Mais au vu, il y a aussi le critère des protéines qui peut être augmenté à supérieur à 50% du taux sérique. Théoriquement, voilà, on est quand même au-dessus des taux sériques ici à 43,3 grammes. Donc, on peut sereinement dire que c'est un exudat lymphocytaire. Attends, je vais un petit peu challenger notre hématologue ici pour un peu. Tu connais le cas? Ah, c'est bien. Alors, tu peux aussi jouer. Alors, tuberculose ou lymphome? Oui, ça pourrait être un lymphome. En fait, je pensais au départ à deux pathologies, à la tuberculose, mais je n'ai pas été, je ne connaissais pas l'origine du patient. Je suis arrivé un petit peu à Roumain. Donc la tuberculose, ça pourrait être, et également un lymphome, sur tous ces éléments-là, un exudat lymphocytaire. Oui. Ben, on aimerait sur l'exudat lymphocytaire savoir si c'est clonal ou pas, évidemment. Bien sûr. Mais ça, on n'a pas ce renseignement. On n'a pas fait. Non. Ce qu'on a fait, c'est une bactério relativement étendue avec aérobie, anaérobie, mycose et mycobactéries.
À l'époque, sur le. À l'époque, donc c'est le prélèvement de l'autre hôpital. septembre, De voilà. l'autre hôpital. OK. Tout est Culture revenu mycobactéries négative, enfin, c'est sur du liquide, donc Ouais. la sensibilité Elle est pas top. est très mauvaise. Ouais. Que ce soit sur, Ouais. que ça soit sur le péricarde ou la plèvre, ça reste vraiment pas bon. Ouais. Il reste tout de même les diagnostics différentiels qu'on a évoqués, Oui. qu'on va éliminer tout doucement. Ici, bon, c'est une idée assez résumative, mais voilà, on aurait tendance pour les connectivités à demander des fans, des encas, des Quel âge il a? 77 ans. Bon, alors, un homme de 77 ans, à la limite, il n'y a pas de raison de demander des fans. Et si on les demande, le médecin qui les demande devrait les payer. Voilà. Ça serait. Ah non, mais ça serait une bonne façon de. Ah, Daoud n'est pas là. Ça serait une bonne façon de limiter les prescriptions. Les prescriptions inopportunes sont payées. Voilà. Moi, j'ai fait mon service militaire à l'hôpital militaire, mais tous les examens un petit peu spéciaux qui devaient être externalisés, c'était le ministère de la Défense qui payait. Donc, tu devais justifier. Et ça, c'est un excellent exercice. Donc voilà, pas de fan, je ne prends pas, non. Et si on a, ben, alors c'est un fan non identifié, comme on pourrait le voir dans n'importe quoi. Les encas, il n'y a pas de CRP, ça ne donne pas des trucs péricardiques, vasculite en cas, pas d'encas non plus. Bon, qu'est-ce que tu veux encore? Facteur rhumatoïde, anti-CCP. Non spécifique, non, je ne prends pas. Là, par contre, facteur rhumatoïde pourrait être intéressant pour aller détecter une gammopathie, qu'elle soit polyclonale ou monoclonale. Donc, indirectement, on pourrait le mettre sur une piste. Mais enfin, il y a moyen d'aller plus rapidement sur la balle. Alors. Bon. Mon portefeuille en prendra cher, du coup. On a quand même fait une grosse batterie de tests en prenant en revue les différents diagnostics différentiels. Voilà. Effectivement, ça m'aurait sauvé quelques sous. Comme vous avez prédit, hein, professeur, les encas et les fans sont négatifs. Les facteurs rhumatoïdes, à peine positifs, mais voilà, c'est non significatif. Un quantiféron, qui revient, bon, bien sûr, je saute un peu la chronologie des faits, mais qui revient in fine négatif. Bon, une mycobactérie, qu'on avait ça précédemment, qui était au niveau urinaire, qui était également négatif. Et une éventualité d'une sarcoïdose, des lysosymes, ACE, vitamine D, etc. Rien de contributif de nouveau. Maintenant, donc, avec le quantiféron négatif, on sera assez à l'aise pour dire qu'on écarte une valeur prédictive négative importante. Mais il est lymphopénique. Je ne sais pas du tout quel est son niveau d'immunité. Et donc, la même chose que pour les intradermaux, donc les quantiférons du pauvre. Si on est immunodéprimé, ben voilà, ça ne va pas fonctionner. Donc ici, je n'oserais pas utiliser cela comme élément à valeur prédictive négative importante, alors que normalement, si on est immunocompétent, ça devrait l'être. Bon. OK, moi je reste sur ma piste lymphome là, pour le moment. Ouais. Donc, on est tout de même face, quand on reprend le résumé du patient, à cet homme qui est toujours dyspnéique, qui ne s'améliore pas d'ailleurs durant l'hospitalisation. Cette péricardite pour laquelle on ne trouve toujours pas d'origine, du moins sur tous les examens, on va dire, initiaux. In fine, voilà, comme vous l'avez dit, professeur, on finit tout de même par aller tout doucement vers un PET scan qui donne ceci. Je laisse quelques instants pour regarder. Mais le protocole révèle un épanchement péricardite hypermétabolique, hyperfixant, avec une fixation aussi du péricarde, des adénopathies périiliaires au niveau pulmonaire et aussi des adénopathies au niveau cœliaque. Et également cardio-phrénique. Oui, et on avait pris la précaution de faire le PET scan avec un régime approprié, Oui. point de vue apport glucidique, pour C'est ça. pouvoir voir le patient n'était pas cœur. diabétique, donc on était quand même dans des seuils glycémiques Oui, mais pour corrects. avoir d'ailleurs, on ne voit pas d'image cardiaque. Hein. Un PET scan que l'on réalise sans ces précautions-là, ben, le cœur il chauffe, donc ça c'est pas mal. Hein, donc on voit vraiment le péricarde. Et il n'y a pas d'indice non plus, parce que ça pourrait aussi être une possibilité d'avoir
un lymphome cardiaque avec une entreprise péricardique, mais ici, on ne voit pas de fixation au niveau myocardique, en tout cas. Bon, on aura envie de prendre un morceau de quelque chose. Bon, maintenant, évidemment, c'est peut-être plus facile d'aller chercher un ganglion que de demander à un chirurgien cardiaque de prendre un morceau de péricarde. Hein. Oui. C'est dommage qu'ils ne l'ont pas fait initialement, parce que devant une situation comme ils avaient eu dans l'autre institution, un prélèvement péricardique est quand même toujours intéressant. Hein. OK. Effectivement, donc là, il fallait quand même objectiver avec du tissu, hein, il fallait une anapathe in fine. On a opté pour une ponction, les César dit pour avoir les hypothèses diagnostiques qu'on a fait préalablement. On a tout de même, avant ça, pour votre question d'un typage lymphocytaire, on l'a réalisé, qui montre ceci. Donc voilà, une lymphopénie tout de même. Donc ça, c'est dans le contexte dans lequel il a été réalisé, avec un DCD4 en dessous avec un seuil tout de même bas, avec un seuil d'immunodéficience, mais un rapport T4-T8 préservé. Dans ce contexte, on a quand même fait une sérologie HIV qui est revenue négative. Ça, c'était la chose, on va dire, en termes de chronologie, avant d'obtenir notre écho-endoscopie digestive avec une biopsie. Donc, nos collègues gastro-entérologues sont partis ponctionner une adénopathie au niveau du tronc cœliaque, qui a ramené assez de matériel pour une analyse anapathe. OK. Ah ben, allons-y. Voilà, anatomopathologie, image histologique compatible avec des granulomes épithéloïdes focalement nécrotiques associés à des cellules géantes multinucléées de type Langerhans. Pas d'argument en faveur d'une infiltration lymphomateuse. Et en bas, je vous ai mis les petits détails d'analyse complémentaires qu'on a réalisés. Bah, donc, oui, si on faut en croire, ça serait une tuberculose. Hein, donc, c'est bien parce que ça permet de rappeler tous les éléments à valeur prédictive négative. Pour en revenir à la question épidémiologique, et c'est vrai que bon, il n'y a pas que l'Afrique du Nord. Hein, la Roumanie est un pays où il y a quand même une grande endémie tuberculeuse. Et donc, ça aurait été intéressant au travers du diagnostic différentiel, je dirais large que tu avais mis au départ, de revoir dans une approche bayésienne quelle était la probabilité a priori de départ par rapport à tuberculose versus lymphome. Et c'est vrai que probablement tuberculose était en tête de liste. Bon, maintenant, il y a l'histoire du quantiferon qui était négatif, hein, qui était fort rassurant, mais il est peut-être dans un état un peu d'anergie lié à la tuberculose elle-même, et donc on peut se trouver effectivement avec ces faux négatifs. Donc ça aurait été intéressant hein, de refaire probabilité a priori d'une tuberculose, de quelle façon ça redescend avec un quantiferon négatif, de quelle façon ça remonte éventuellement parce qu'on est immunodéprimé, et puis de voir au final ce que ça peut être. On ajoute de surcroît comme autre élément clinique, n'a pas de fièvre, pas de syndrome inflammatoire, etc. Mais tous ces éléments-là étaient également des éléments qui pouvaient paraître choquants avec une maladie lymphoproliférative. Et donc, bon, ça me permet de placer une phrase que j'aime bien placer. Quand on est dans une situation de doute diagnostique, on a le plus souvent affaire à une infection que l'on connaît, mais qui se présente de façon inhabituelle, plutôt qu'une infection qu'on ne connaît pas. Bon. Sous réserve de connaître quand même un petit peu quelque chose, malgré tout. Bon, OK. Et donc ici, effectivement, la tuberculose n'est pas si surprenante que ça par rapport à toutes ces remarques. OK. Donc, à partir de là... Oui, Jean. J'ai juste une toute petite question. Si le quantiferon avait été flambant, vous auriez été quand même jusqu'à la biopsie? Du moins, moi, j'ai une réponse. Hein. On va laisser... alors. J'aurais tendance à dire oui, tout de même. Ouais. Je pense qu'il faut quand même identifier le germe et documenter un minimum. Surtout qu'il y a... Bon, enfin, j'imagine, c'est ça que tu donnes cette perche-là. Il y a quand même pas mal de tuberculose résistant dans
dans ces pays de l'Est. Hein. Oui, et puis le fait qu'il aurait très bien pu être en contact étant petit en Roumanie et garder un quantiféron positif malgré tout, et que ici il a une pathologie, qu'il ait développé une pathologie qui n'avait rien à voir avec un quantiféron positif. Oui. Alors, Donc à partir de là, ça venait très, très gymnastique pour le jeune médecin que je fais. Donc je mets sur le coup tout de même nos collègues internistes pour un peu débroussailler tout ça et voir un peu la prise en charge qu'on devait faire. Donc il y a quand même un diagnostic différentiel à faire face à des granulomes épithéloïdes entre les causes infectieuses, certes aussi, mais aussi la sarcoïdose qui en fait partie. Venant donc ici à cette cause infectieuse, on a eu beaucoup de mal, beaucoup de mal à venir faire un peu la part des choses. On a lancé de nouveau une série, une batterie de sérologie et de recherche d'antigènes et de PCR en reprenant la liste scrupuleusement de toutes les causes de granulomes épithéloïdes que voici. Donc il n'y a pas de griffe de chat, histoplasmose, tout ça c'est le moins compliqué à exclure. Mais ce Mycobacterium tuberculosis, qu'en fait-on? Un quantifiant qui est négatif, des analyses urinaires, certes avec une sensibilité médiocre, qui sont négatifs, une culture sous péricarde de synthèse également négatif avec de nouveau cette sensibilité qui est maigre, un immunomarquage anti-MIC-TBC qui est fait sur la pièce qui est aussi devenu négatif, une PCR sur cette pièce qui est en cours. Et les expectorations ici étaient impossibles. En tout cas, le masse du patient ne toussait pas du tout. Et puis un LBA que malheureusement nous a refusé. Donc, oui, enfin, il n'y avait rien au niveau pulmonaire. Il a bien fait. J'aurais refusé aussi. D'ailleurs, les autres aussi. Oui. Bon, maintenant, c'était nécrotique quand même. Hein? c'est nécrotique, mais non caséeux. Mhm. Attends. La valeur prédictive de la nécrose. Écoute, alors, je veux dire, est-ce que l'absence de nécrose a une valeur prédictive négative par rapport à la tuberculose? Alors, la valeur prédictive n'est probablement pas excellente. Autrement dit, c'est pas rare du tout qu'on se retrouve avec des granulomes épithéloïdes sans nécrose, et alors on part sur une piste de sarcoïdose, on met de la cortisone. Alors, soit le malade a le temps de survivre jusqu'au diagnostic, soit pas. Alors, on a le résultat de l'autopsie, ce qui est toujours regrettable. Alors ça, je pense que c'est quand même important. Alors, il y a des entités qui sont des sarcoïdoses nécrotiques, et donc, j'aime pas ça. Mais alors, quoi? Avec une CRP qui, oui, ça peut aider. Enfin, l'entité sarcoïdose nécrotique, je pense que c'est un cas intéressant en consultation qui avait été considéré comme sarcoïdose nécrotique pendant de longues périodes, et je pense qu'on en fera un grand tour à un moment donné. Et donc, il faut tordre le cou à ça. Et donc, en plus, péricarde et sarcoïdose, j'aime pas non plus. Voilà. Péricarde, granulome, pas sarcoïdose, même si c'est pas nécrotique. Voilà. Écoute, donc, bon, après discussion allons-y. Hein. Que nous avons eu avec nos internistes. J'ai déjà trouvé avec le lympho, avec la sarcoïdose. Hein, voilà, on a tout de même retenu ce diagnostic. Oula. On avait quoi comme argument pour? Bon, il y avait quand même des ganglions périhilaires bilatéraux. On peut voir ça en tuberculose. On n'a pas vraiment on n'a pas vraiment d'étiologie infectieuse. J'ai eu les résultats secondaires de cette PCR qui est négatif pour la tuberculose, du moins Mycobacterium tuberculosis. On a quelques atteintes décrites dans la littérature. Pardon? On a combien de recul pour le moment? Diagnostic fin décembre, 3 mois. Ouais, on a commencé. Moi, j'en tête d'une histoire un peu semblable, mais qui était assez dramatique. Parce qu'une jeune femme, une trentaine d'années, qui s'est retrouvée avec un épanchement péricardique à Tivoli, qui était considérée comme une sarcoïdose pour des arguments un peu de ce style-là, puis qui a été mise sous corticothérapie, et puis qui finalement, 6 mois après, est morte avec
avec un tableau systémique de tuberculose, ou un autre patient qu'on avait eu à Bruckmann, ça fait un paquet d'années, patient d'origine africaine qui arrive aussi avec un tableau systémique. On pense d'abord à une tuberculose, les mis sous entité, flambe cette hépatique, puis finalement on récolte des granulomes non caséeux, recherche tout venant de BK, tout négatif. Et puis j'étais parti à un congrès. Et puis bon, les collègues pneumologues, comme il n'allait pas bien, on dit qu'il faut augmenter la cortisone, et il est mort. Et à ce moment-là, il avait du BK partout. Et donc voilà. Donc moi, je suis pas encore rassuré. Je suis pas encore rassuré. Donc, Attends. Dans des cas comme ça, est-ce qu'il n'est pas prudent alors de couvrir par un traitement entité, même si on n'y croit qu'à moitié, mais pour éviter l'effet immunodépresseur d'une corticothérapie intensive? Bonne suggestion. Je pense que ça aurait été une bonne. Ah, attends, Jean. On va faire quelque chose. Le numéro 1, je pense. Le numéro 3. Ouais. Non, mon point, c'est que si tu mets un entité, tu vas faire quoi? Tu vas mettre une monothérapie, la nicotibine, ou bien tu vas carrément lui mettre une trithérapie avec la toxicité éventuelle. Alors, là, tu ne sais plus tout ce que tu fais, tu ne sais plus ce que tu traites. Tu traiterais les deux en même temps. Tu traiteras en même temps une sarcoïdose et en même temps une tuberculose, donc tu ne sais plus tout ce que tu fais. Or, le traitement de la tuberculose est un traitement lourd, long. Enfin, il a 76 ans, effet secondaire potentiel, il prend déjà pas mal de médicaments. Donc, ça je ne suis pas tout à fait d'accord. Maintenant, l'autre alternative, ça aurait été de partir dans l'autre voie, de se dire on met un traitement entité uniquement et on voit ce qui se passe. Parce qu'en fait, il est pas en si mauvais état que ça, le patient. D'accord. Mais il y avait la même question de Daniel Guinoer pour la couverture. Combien est-ce qu'il pèse au fond? je n'ai plus de souvenir exact du poids. Quoi, c'est 100 kilos ou plutôt 60? 60-70. Oui, d'accord. Ouais. Une bonne dose, hein, de Medrol. OK. Attends. Non. En termes d'évolution, je vous ai mis une petite dia. Bon, d'abord pour parler de cette entité qui est rarement décrite tout de même, peut-être à juste titre. Le American Journal of Cardiology a fait une revue de 14 case reports avec uniquement 27 cas identifiés. Il n'y a pas vraiment de consensus sur la prise en charge de cette entité. On préconise tout de même d'abord une corticothérapie, peu importe la sévérité de cette péricardite constrictive, avant d'arriver avec des sanctions chirurgicales de type fenêtre péricardique et de péricardectomie. On a tout de même une évolution favorable de 70% des cas pour lesquels ce diagnostic a été retenu sur une médiane de 8 mois. On pourrait se poser la question pourquoi c'est uniquement 8 mois. Voilà. En termes d'évolution, le patient a regagné de l'appétit, il a une nette diminution de la dyspnée, il est plus oxygène dépendant, une échographie qui montre une disparition du liquide péricardique, une levée de ce cœur droit avec de nouveau maintenant une VCI qui est non dilatée, qui est tout à fait compliante, et donc avec in fine comme une évolution clinique et échographique favorable. Peut-être. Et la lymphopénie, qu'est-ce que c'est devenu après? Ici, sur la biologie, je pense qu'on n'avait plus retrouvé cette lymphopénie, en tout cas, dans mes souvenirs, en contrôle biologique, elle n'était plus là. Donc, je ne sais pas si c'est une virose qui a pu compenser l'histoire ou. Mais voilà, c'était quand même. La CRP n'a jamais été haute. Non, ouais, c'est normalisé en dessous de 5. 1,6, si je me souviens. Oui. Bon, alors, d'abord, moi, j'aime pas appeler ça une sarcoïdose. Bon, je veux bien éventuellement dire que c'est peut-être pas une tuberculose, mais j'aime pas appeler ça une sarcoïdose. Je pense qu'il faut appeler ça une granulomatose. Alors, c'est une granulomatose péricardique d'origine indéterminée.
sarcoïdose, moi j'aime bien des ganglions, là, les yeux, les parotides, etc. Mais trouver un truc là qui est uniquement autour du péricarde, alors que la sarcoïdose est vraiment quelque chose de sec, plutôt d'humide. Voilà. Et donc cet homme a dû faire une réaction granulomateuse à quelque chose, là, Après, à un agent qui a, voilà, je sais pas qui n'a plus là, en tout cas qui n'a pas été réveillé par la corticothérapie. pour essayer de rentrer tout de même dans un cadre de présentation un peu fluide, je n'ai pas vraiment détaillé aussi l'évolution périhospitalière. Je ne sais pas si c'est un argument en faveur ou pas, mais ce patient, il a aussi fait quand même, bon, il y a cette histoire de fibrillation de flotteur auriculaire qui est présente. Il a aussi fait un épisode de tachycardie ventriculaire pour lequel il a été, je pense, gardé auprès de vos soins pendant 3 jours avec une instauration d'un bisoprolol pour le contrôle. Donc voilà, je ne sais pas si on peut avec ça déjà, parce que c'est quand même, ça vient quand même en balance pour la sarcoïdose cardiaque qui donne effectivement des tableaux d'arythmie et de troubles distributifs. Oui, mais enfin, ici, il n'y avait pas d'entreprise. Bon, le Non, PET scan PET était scan. assez rassurant par rapport à ça. Mais il y a une IRM cardiaque qui sera prévue tout de même pour voir, qui permet un peu mieux de différencier les atteintes tissulaires. OK. Attends, il y a Mathieu qui a. Et donc finalement, en termes de suivi, qu'est-ce qu'on a? Donc c'est Christophe qui le suit. Oui. Et il l'a vu combien de fois? Il l'a vu 1-2 fois, et le cardiologue l'a vu 1 fois aussi. Au bout Depuis de 1 mois et 3 demi, mois. c'est ça? Voilà, c'est ça, 1 mois et demi, répartis comme ça, tous les 1-2 mois. Donc la dernière fois, c'était quoi, il y a 2 semaines? C'était début janvier. Attends, Pardon. non, viens par ici. Je pense bien, oui. Ça fait 1 mois et demi qu'on l'a plus vu. Ouais. Viens par ici. Mais on l'a vu pour une fracture. Il a chuté à la garde. Il allait bien. Bon, OK. Ben, je pense que ta remarque par rapport au suivi, enfin, je trouve dans une situation quand même qui est un peu particulière. Je trouve qu'effectivement, un suivi rapproché aurait été quand même utile. Maintenant, la dose de méthylprénisolone dans une sarcoïdose, on a quand même tendance à être à ne pas être du côté des 0,8 mg kilo, mais plutôt du 0,4, 0,5. Bon, si on passe à une sarcoïdose, c'est vraiment très sensible à la corticothérapie, donc on aurait pu se contenter éventuellement de moins. Actuellement, il est sous 24 mg. Ouais. Bon, alors. Mais pour vous départager, je pense que c'est le temps qui va jouer, non? Oui. Si c'est effectivement une sarcoïdose d'ici quelques mois, Si c'est pas tuberculeux. si c'est pas tuberculeux. Par contre, si c'est tuberculeux, Ouais. d'ici pas tellement longtemps, je pense qu'il va y avoir d'autres Une nouvelle. manifestations Ouais. qui vont apparaître. Ouais. Ah, attends. Là, maintenant qu'on dit que la lymphopénie a disparu, qu'il y a une amélioration, est-ce que refaire des quantiférons pourrait être intéressant? Oui. Alors, oui, c'est une bonne suggestion. Je pensais aussi à cette idée-là de refaire un quantiféron. Bon, maintenant, ceci dit, il a encore quand même 24 mg de méthylprénisolone, hein, donc ça pourrait quand même amputer ton quantiféron. Vis-à-vis de ça, j'ai eu une fois le coup d'un appel du laboratoire, parce que justement, on discutait d'un résultat d'un quantiféron. Bon, il disait que quand ils ont vraiment une allergie, en tout cas en termes de résultats, en termes d'interféron, eux, ils classent ça comme indéterminé. Ah oui, tu veux dire qu'il y aurait une réponse, indéterminée. le contrôle aurait C'est été ça. également négatif. Exactement. OK. Donc, je ne sais pas si... OK, bonne remarque. Bien. Ah, alors. Question pour les urgences, parce que j'ai souvenir qu'il y a très longtemps que je passais par Saint-Pierre, on nous amenait parfois très tard le soir de faits d'asile des patients qui étaient immigrés, qui étaient là chez Faits d'asile et qui avaient toussé 2-3 fois. Et on nous disait, ben voilà, on les amène ici à 4-5, on a peur qu'ils aient une tuberculose. Et donc, moi, j'ai jamais compris ce qu'on devait faire à cette époque-là, parce qu'on a compris qu'ici, le diagnostic de tuberculose, c'est très compliqué.
parfois il faut des semaines pour diagnostiquer. Et on faisait une anamnèse brève, perdu du poids, sueur nocturne, et puis une radiothorax, et puis on les renvoyait. Donc, j'ai jamais compris si ici, fait d'asile ou autre nous disait est-ce qu'il n'y aurait pas une tuberculose sous-jacente? Que faire? Que faire? Que faire? Il faut demander à Jean-Gérard. S'il arrive ici à Delta, nous, on le renvoie à Saint-Pierre. De toute façon. Non, mais c'est très intéressant. Effectivement, c'est simplement lancer le bilan, sachant très bien que tu n'auras pas de réponse avant des semaines et des semaines. Eux, de pédagogie, nous, on doit savoir si dans la tuberculose, on ne peut pas les laisser ensemble. Impossible. C'est totalement impossible. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. S'il y a une milière, il y a parfois le diagnostic. Attends. Je ne suis pas spécialiste en tuberculose, loin de là, mais s'il y a des signes de tuberculose miliaire, je suppose que le diagnostic peut être fait de façon plus rapide. Et de temps en temps, il faut chercher très longtemps pour trouver quelque chose. Mais... Oui, maintenant, ceci dit, miliaire sans fièvre, bon, on peut aussi en présenter. Mais enfin, miliaire, en principe, il y a de la fièvre. Enfin, il y a un tableau qui est quand même beaucoup plus criant, quoi. Oui. Je rebondis, c'est un excellent commentaire. Je veux dire, les mesures d'isolement n'ont de sens qu'à partir du moment où il y a des lésions pulmonaires. Évidemment. Et donc ici, si les poumons ne sont pas atteints du tout, même sur une radio standard, tu peux dire que le risque qu'il ait une tuberculose et que surtout il soit contaminant est extrêmement faible. Oui. Bon, oui. Dernière chose par rapport, tu as dit, il a fait des arythmies ventriculaires. Ça, c'est pas typique pour les affections du péricarde. On s'attend à ce que ce soit supraventriculaire. C'est ça. Et donc, il avait déjà une atteinte supraventriculaire avec son flatteur auriculaire, mais effectivement, durant son séjour. De la tachycardie ventriculaire, oui. non soutenue? Non soutenue. Mais il a fait un petit séjour de 3 jours au soins intensifs. Ça a pu récidiver sous bisoprolol après une semaine de Si on a le temps, il faut voir ses coronaires quand même. Hein. Ouais. Mais il a d'autres occupations. Exactement. Maintenant, quelques cellules lymphomateuses, ça peut donner une réaction granulomateuse et c'est sensible à la cortisone. Hein? Bon. OK. Bon, mais écoute, très bien. Ce serait bien d'avoir en septembre un petit flashback pour voir sur ce qui s'est passé, peut-être remontrer les images. Je ferai un mot pour la prochaine présentation. Oui, ça va. Plaisir. OK. Merci beaucoup à tout le monde et à la semaine prochaine.